Merci de nous rejoindre sur Radio Mali à Bamako, il est 13h. Le journal, Ibrahima Traoré. C'est 13h dimanche, à la une de cette édition, fin hier à Bamako, des travaux de la rencontre des ministres du Commerce et d'Industrie de la Confédération des États du Sahel. Eh bien, la réunion est sanctionnée ou a été sanctionnée par une série de recommandations et la signature d'accords de partenariat. On en parlera tout à l'heure avec l'invité de ce 13h dimanche, Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. Autre événement à Bamako, le premier salon international de la volaille du Mali, lancé hier. Les acteurs de la filière avicole exposent les potentialités du secteur et échangent sur les défis et l'avenir de la filière. Nous recevrons en direct dans ce studio Lamine Traoré, il est secrétaire général de l'interprofession de la filière avicole du Mali. À suivre toute l'actualité internationale dans cette édition. Et puis le journal des sports, ce sera avec vous, Famourou Djourtier. Bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Quel est le menu de cette page des sports ce dimanche? Au menu de la page sport, le football avec le démarrage du tournoi UFOA U17 qualificatif à la prochaine CAN de la catégorie. La CAN de beach soccer se joue également du côté de l'Égypte. Et puis on parlera de la boxe avec le succès de Francis Ngannou, le Camerounais, face au Brésilien Renan Ferreira. L'actualité des sports à ne pas manquer dans une vingtaine de minutes. Et puis, la chronique santé de ce dimanche porte sur le cancer du sein. Rendez-vous en fin de journal avec Akoumba Sissé pour en savoir davantage. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement. Tout de suite, le journal. Nous ouvrons cette édition avec le réseau des jeunes femmes leaders d'Afrique qui fédère les actions des femmes transformatrice de l'espace AES. Il vient d'initier un salon sur le leadership féminin, une activité qui regroupe les femmes transformatrices du Burkina Faso, du Mali et du Niger dans le cadre d'une exposition. Cette rencontre vise à promouvoir le partage d'expériences entre les femmes de l'AES. Prennent part également à cette rencontre les femmes de la Guinée. Le point c'est avec Mamadou Fane. Le Salon des jeunes femmes leaders d'Afrique au service des femmes de l'Alliance des États du Sahel, AES. Le renforcement des capacités de ces femmes dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin est l'un des objectifs qu'il s'est fixé. C'est dans cette optique que le réseau organise le Salon du leadership féminin pour un partage d'expériences entre les femmes du Mali, du Burkina et du Niger. Fatim Kompaoré, chef de la délégation du Burkina Faso. Nous sommes là pour donner une formation en Kokodonda, un pain qui est très réputé chez nous. Voilà, cette formation va permettre aux différentes délégations des autres pays d'apprendre quelque chose qui va les permettre peut-être plus tard d'en faire un métier. Penda Touré, femme entrepreneur du Mali. Ce salon en fait vise à rassembler les femmes du Mali, du Burkina, du Niger pour échanger leur savoir-faire en termes d'expérience, d'autonomisation et de pratique. Donc les femmes du Mali, par exemple, vont former les femmes du Burkina et du Niger sur la transformation des plantes en infusion. Cette rencontre de partage d'expérience a vu aussi la participation des femmes de la Guinée-Conakry soutenues pour cette occasion par leurs partenaires du Mali. Adjaratou Touré, chef de la délégation de la Guinée. Et nous sommes là pour en donner et recevoir, et nous sommes là pour apprendre et échanger avec les différents pays qui sont là. Et je crois que nous allons retourner satisfaits, très satisfaits de ce déplacement. Youssouf Konaté, partenaire des femmes transformatrices de la Guinée. Nous travaillons avec ces différentes coopératives depuis 2014-2015. Et nous sommes d'abord là pour pouvoir au moins montrer l'aspect, la valeur de ces braves dames. Leur contribution est aussi importante pour ce levier du développement. Une initiative saluée par le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Le Salon du leadership féminin est aussi l'occasion d'exposer le savoir-faire des femmes à travers des expositions vente de produits du terroir. Je vous l'annonçais dans les titres, les travaux de la rencontre des ministres en charge du commerce et de l'industrie de la Confédération des États du Sahel se sont achevés hier à Bamako. Une rencontre sanctionnée par une série de recommandations relatives à l'amélioration de la bonne circulation des personnes et de leurs biens dans la zone AES.
On note également la signature d'accords de partenariat entre les chambres de commerce et d'industrie d'une part et d'autre part entre les chambres d'agriculture des pays de l'AES. On en parle avec l'invité de ce 13h dimanche, Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce, en direct avec nous. Monsieur le ministre, bonjour. Oui, bonjour Ibrahim, comment allez-vous? Je vais très bien et vous-même? Oui, ça va très bien, merci. Parfait. Alors, quelles sont les principales recommandations issues de vos travaux ici à Bamako? Merci pour cette invitation. Je dois rappeler que les ministres en charge de l'industrie et du commerce du Burkina, du Mali et du Niger se sont réunis le 19 octobre 2024 à Bamako dans le cadre de l'opérationnalisation des décisions prises par le premier sommet des chefs d'État de l'AES, tenu à Niamey le 6 juillet 2024. Donc cette opérationnalisation des décisions prises par les chefs d'État passe par un certain nombre d'actions et de réformes. Et c'est pourquoi les ministres en charge de l'industrie et du commerce se sont réunis à Bamako, d'une part, pour voir l'harmonisation des politiques industrielles au sein de l'espace CEA, pour assurer des complémentarités entre nos tissus industriels, premièrement. Et deuxièmement, favoriser les échanges commerciaux entre les trois pays de l'AES à travers une meilleure circulation des personnes, des biens et des services. Mais aussi, comment aussi améliorer le cadre des investissements dans nos trois pays, de façon à assurer la réalisation des projets structurants qui seront de nature à porter le développement endogène de nos pays. On a énormément parlé de développement endogène, autrement dit la capacité de nos pays à créer leurs propres biens de consommation, la capacité de nos pays à nous approprier des ressources naturelles, mais aussi la capacité de nos pays à réaliser les projets structurants dans différents domaines, infrastructures, télécommunications, transport, aéroports, etc. Mais surtout ce qui a été le clou de cette rencontre, c'est vraiment la formalisation et la mise en place d'un cadre d'échange qui va permettre aux ministres de se concerter tous les mois pour voir l'état d'avancement des réformes et des décisions qui ont été prises à Bamako dans le cadre d'un mécanisme de suivi-évaluation à travers des points focaux qui vont être installés dans les autres pays. Justement, des accords de partenariat ont été également signés entre différentes chambres consulaires. De quoi ont-elles convenu concrètement, Monsieur le ministre? Merci beaucoup. Effectivement, le deuxième temps fort de cette rencontre de Bamako entre les ministres en charge de l'industrie et du commerce, c'était de permettre et de favoriser la signature de conventions cadres entre les chambres de commerce et d'industrie du Mali, du Burkina et du Niger, ainsi que les chambres d'agriculture du Mali, du Burkina et du Niger, de façon à ce qu'on puisse avoir une meilleure intégration des actions communes des chambres des différents pays. Alors, l'objectif recherché à travers la signature de ces conventions cadres, c'est permettre donc à nos différentes chambres consulaires de travailler ensemble de façon à assurer la mise en œuvre justement de la libre circulation des personnes et des biens, de façon à permettre les échanges commerciaux dans l'espace AES, parce qu'en vérité, les réformes politiques qui sont portées par le gouvernement, la concrétisation, la mise en œuvre réelle de ces politiques sur le terrain, c'est bien sûr les chambres, les opérateurs économiques. Donc, tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons faire, n'a de sens que lorsque le relais est pris par les opérateurs économiques dans la matérialisation. Donc vraiment, ces conventions sont de nature à assurer la mise en œuvre effective de toutes les décisions que nous avons à prendre sur le terrain. Et donc l'articulation entre le gouvernement à travers les ministères de l'Industrie et du Commerce et les chambres consulaires va être la force motrice sur laquelle il faut s'appuyer pour la mise en œuvre de toutes ces actions-là. Vous l'avez dit, tous les mois, vous avez décidé de vous retrouver pour un suivi rigoureux ou l'exécution des décisions prises à Bamako. Quelle est la prochaine étape après ce rendez-vous de Bamako, justement? La prochaine étape à partir de ce rendez-vous de Bamako, c'est très rapidement formaliser un certain nombre de documents qui vont être en fait une harmonisation d'un certain nombre de documents en matière de code des investissements, en matière de code du commerce, en matière d'échange entre nos pays, en matière de fiscalité intérieure et extérieure. Donc, c'est vraiment aujourd'hui procéder à la relecture de l'ensemble de nos documents dans les domaines de l'industrie et du commerce de façon à les harmoniser. Et en harmonisant nos différents textes, on va ainsi créer un espace économique. Et c'est l'harmonisation de ce pays aussi qui va être de nature à assurer l'égalité de chances de
traitement des dossiers dans les 3 pays. Et ça va être vraiment une étape extrêmement importante et cruciale qui va consacrer définitivement le démarrage des activités dans l'espace AES. Monsieur le ministre, sur quel secteur précisément comptez-vous vous appuyer pour booster l'économie dans la zone AES? Il y a 2 secteurs clés. 2 secteurs clés. Le premier secteur, c'est le secteur agricole. On a un potentiel énorme en termes de disponibilité en terre. On a l'eau, on a le soleil. Comment aujourd'hui ne pas assurer la sécurité et la souveraineté alimentaire dans l'espace AES? Pour cela, il faut massivement investir dans les aménagements agricoles avec la maîtrise de l'eau, ne pas soumettre notre agriculture aux aléas climatiques, sécheresse, inondations, feux de brousse, mais aussi, surtout, le secteur minier. Les 3 pays de l'AES ont un formidable potentiel de production minière qu'il faut exploiter et s'approprier, n'est-ce pas, de ces ressources-là pour les mettre au service du développement économique de nos pays. Je pense que ça aussi, c'est un instrument extrêmement important. Avez-vous un message particulier à l'endroit du secteur privé malien et de l'AES de façon générale en ce moment précis? Alors, le message que j'ai apporté, c'est qu'ensemble, les gouvernements et le secteur privé, qui doivent faire un front, qui doivent conjuguer leurs efforts pour apporter les réponses les mieux appropriées dans le développement économique, durable, inclusif et participatif de l'AES. Il y a des références dans le secteur privé, mais un secteur privé responsable, engagé, souverainiste, débarrassé, n'est-ce pas, de l'emprise du retour à l'ordre ancien. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la souveraineté de nos pays. Le président de la transition, chef de l'État, son excellence le général d'armée, Assimi Goïta, a affirmé 3 principes pour la conduite de l'action publique. Il s'agit de la souveraineté, du respect de la souveraineté de notre pays. Il s'agit du respect de nos choix stratégiques et de nos partenaires. Et il s'agit aussi du respect des intérêts vitaux des populations dans toutes les décisions qui sont prises. Donc, toutes les actions que nous sommes amenés à conduire avec le secteur privé doivent s'inscrire dans ces 3 principes fondamentaux. Une fois que cela est fait, nous allons constituer à la fois une force de production, mais aussi une force de proposition qui va assurer le bien-être de nos populations. Parce que tout cela, in fine, n'a autre intérêt que d'assurer le bien-être de nos populations. Moussa Alassane Diallo, je rappelle que vous êtes ministre de l'Industrie et du Commerce. Merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci Ibrahim et bonne continuation de votre journal. Merci beaucoup. Dans l'actualité également, lancement hier à Bamako du premier salon international de la volaille du Mali. L'événement va durer 3 jours, occasion pour les acteurs de la filière avicole d'exposer les potentialités du secteur. Le Maroc est l'invité de cette première édition parrainée par le président de la transition. Pour en parler, nous recevons dans ce studio Lamine Traoré. Il est secrétaire général de l'interprofession de la filière avicole du Mali. Monsieur Traoré, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. D'abord, comment se porte la filière avicole au Mali? Présentez-nous brièvement votre secteur. Merci, monsieur. Avant de vous présenter la filière avicole, je voudrais profiter de l'opportunité que vous nous offrez de parler de ce salon, de remercier le personnel de l'ERTM, tout le personnel de l'ERTM pour leur devise, la passion du service public. Merci. Okay. Aux autorités pour l'accord qu'ils nous donnent pour vraiment la tenue de cet événement au Mali, en ces temps difficiles. Au département de l'élevage et de la pêche, à travers monsieur le ministre et tout son cabinet, et au président de l'APECAM, qui est vraiment la fêtière des interprofessions agricoles. Pour vous parler de la Fédération interprofessionnelle de la filière avicole du Mali, dont le sigle est la FIFAM, elle est la dernière née des interprofessions agricoles au Mali. D'accord. Elle est une organisation interprofessionnelle agricole apolitique, non confessionnelle, à but non lucratif et conformément à la loi 04038 du 5 août 2004 relative aux associations en République du Mali. Ce que je veux ajouter, c'est que les membres de l'interprofession de la filière avicole sont les organisations professionnelles d'envergure nationale. Et ces organisations d'envergure nationale légalement constituées, qui sont pratiquement les 4 maillons que représente la filière aujourd'hui à la création de l'interprofession. Lesquels? Les producteurs et les fournisseurs de poussins, la famille des fournisseurs et producteurs de poussins, la famille des producteurs de poulet, de chair et d'œufs de table, la famille des fabricants d'aliments et la famille des marchands. La dernière famille que nous avons l'objectif de mettre en place, c'est la famille des transformateurs.
Voici en gros. En organisant ce premier salon de la volaille du Mali, quel est votre objectif? L'objectif de ce salon, c'est de renforcer la compétitivité de la filière avicole, d'améliorer la qualité des produits et d'encourager l'innovation des pratiques d'élevage. Ça, c'est le premier objectif. En second point, il faut le dire, c'est une occasion unique, parce que c'est notre premier salon, de découvrir les dernières tendances technologiques, les innovations qui transforment l'aviculture malienne. Faire de ce salon un carrefour aussi biannuel autour des avancées des perspectives de développement de la filière avicole au Mali. Et nous demandons aux participants qui auront l'opportunité de rencontrer des experts de l'industrie et d'échanger des idées, d'établir des partenariats stratégiques. Le salon aussi est une plateforme pour accéder aux nouveaux marchés, développer les réseaux professionnels et découvrir les solutions adaptées aux défis de la filière avicole. Alors, qu'est-ce que vous réservez aux visiteurs? Qu'est-ce qu'on y voit sur place? Les visiteurs trouveront une panoplie d'acteurs, de professionnels, en partant déjà des fournisseurs de poussins, des éleveurs de la race locale améliorée qu'on appelle le Wassaché. Ils sont là. Le salon, ce n'est pas un espace de vente, c'est un espace de prise de contact, afin que les acteurs se connaissent, se fréquentent, prennent des rendez-vous pour pouvoir mieux se fréquenter et faire avancer la filière avicole. On l'a dit, il y a le centre de recherche qui est là, il y a les laboratoires qui sont sur place pour le diagnostic des maladies. Il y a aussi l'amélioration génétique de nos races locales qui a donné naissance au Wassaché. Aujourd'hui, si vous demandez 4000 à 5000 poulets Wassaché, vous l'aurez sur place. Voilà, ça c'est vraiment une race rustique et vraiment adaptée à nos conditions. Au-delà de l'exposition, nous savons que des panels également, des débats sont prévus. Ils portent sur quoi? On a trois panels. Le premier panel, c'est le rôle de la filière avicole dans la sécurité, la souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Le deuxième panel, c'est les perspectives de développement de la filière avicole en Afrique. Ça, c'est vraiment un thème qui me tient à cœur. Il est animé par le professeur Eid Boulassène, un éminent professeur de l'université Mohamed V au Maroc. Ensuite, le dernier panel, c'est les perspectives de financement de la filière avicole au Mali. Ce serait animé par un ancien banquier qui est aujourd'hui aviculteur, qui a démissionné des banques pour être aviculteur aujourd'hui. D'accord. Et vous avez mentionné le Maroc tout à l'heure. Pourquoi le choix de ce pays comme invité d'honneur de cette première édition? Le Maroc est le pays invité d'honneur parce que le Maroc nous a donné l'opportunité en 2017 de signer une convention de partenariat entre les deux fédérations. La FISA Maroc, Fédération interprofessionnelle du secteur avicole du Maroc, et la FIFA Mali. Et avec cet accord cadre signé, ils nous ont beaucoup aidés. Ils nous ont, par exemple, permis l'envoi d'experts nationaux pour aller vraiment faire le point de la situation de l'élevage au Mali et aussi pouvoir nous permettre d'avancer sur les projets de loi et les textes réglementaires pour vraiment assainir le milieu de la filière avicole. Vous savez que pour l'aviculture, pour nous au Mali, il faut vraiment des produits sains, des produits de qualité, des produits contrôlés. C'est pourquoi il y aura vraiment des textes, à peu près 13 à 14 arrêtés et décrets d'application. Une dernière question, qu'avez-vous envie de dire à ceux qui vous écoutent en ce moment précis? Nous invitons pratiquement tous les aviculteurs maliens à venir à ce premier rendez-vous du salon de l'aviculture. C'est vrai que on avait dit qu'on estimait à peu près à 1000 visiteurs, mais je vous dis déjà, avec la première journée d'ouverture, on peut vous dire que nous sommes en phase d'atteindre vraiment nos objectifs en ce qui concerne le nombre de visiteurs. C'est une occasion unique, ne ratez pas cette occasion. Rejoignez-nous au FEBAC du 19 au 21 octobre. Il nous reste seulement 2 jours, aujourd'hui et demain. Très bien. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes Lamine Traoré, secrétaire général de l'interprofession de la filière avicole du Mali. Merci d'avoir... C'est moi qui vous remercie. Merci d'être passé par là. L'actualité internationale dans quelques instants.
L'hégémonie de la force ne doit pas être une règle dans la gouvernance mondiale, c'est ce qu'affirment les experts venus des 5 continents réunis à Beijing en Chine pour un forum sur la paix et le développement et la sécurité. À l'initiative du groupe médiatique chinois CGTN, le forum débat des crises qui secouent le monde et formule des propositions pour y faire face, avec un curseur sur le renforcement de la coopération sud-sud pour un développement global et partagé. Le récit de notre envoyé spécial à Beijing, Bourama Traoré. Beijing, enveloppé dans un épais de brouillard, braque les phares sur la crise mondiale. Paix, développement et sécurité, c'est autour de ces triptyques que se concertent les experts venus du monde entier, parmi lesquels le Malien Yoro Diallo, le seul Africain d'ailleurs, appelé à partager sa vision sur un monde qui va très mal. Aujourd'hui, le monde a besoin de paix, le monde a besoin de sécurité, le monde a besoin de développement. Le débat a permis donc d'étayer, non seulement de faire en sorte de jeter la lumière sur des possibilités de solutions, mais faire en sorte que le monde puisse se retrouver pour un développement partagé tel que souhaite la Chine. Dans ce panel, chaque expert explique les causes, les conséquences des différentes crises et propose des solutions pour un monde beaucoup plus vivable. Tous sont d'accord sur une parfaite relation entre la paix, le développement et la sécurité. Professeur Yoro Diallo, directeur exécutif d'études francophones à l'université de Xiyang, en Chine, panéliste. Il faut d'abord que nous nous organisions, il faut d'abord que le monde se comprenne, que le monde s'entende. Il faut d'abord qu'on arrête la bipolarisation et que le multilatéralisme prenne le dessus, que les organisations internationales qui ont des règles bien fixes et qui sont comprises par tout le monde, ces règles-là puissent être exécutées et permettre à chacun de vivre tel qu'il entend. Et nous pensons que le grand problème des pays africains aujourd'hui, c'est qu'ils n'arrivent pas à assurer la sécurité et la paix pour permettre la stabilité qui favorise le développement. Dans un monde en pleine crise géopolitique et sécuritaire, chaque pays se doit de se préparer à toute éventualité. Comme dirait l'autre, celui qui veut la paix prépare la guerre. La Chine est certainement dans cette logique. La preuve, selon Ding Yifang, universitaire, c'est le lancement récent des missiles balistiques. Les missiles balistiques a survolé plus de 12 000 km pour atteindre l'objectif. C'était tout près de la Polynésie française, dans le Pacifique du Sud, avec une vitesse 3 ou 4 fois la vitesse du son, pour montrer au monde, non, nous sommes pacifiques, mais n'allez pas provoquer une guerre avec la Chine. Le forum de Beijing débat aussi du renforcement de la coopération sud-sud pour un développement global et partagé. Toutefois, il rejette l'hégémonie de la force afin que chaque pays puisse respirer à plein poumon sur la planète. Beijing, Bourama Traoré pour l'ORTM. L'actualité sur le continent à présent avec des manifestants qui se sont rassemblés hier à Dakar au Sénégal lors d'une marche pour la paix et la justice au Liban et à Gaza. Ils ont dénoncé notamment l'offensive israélienne au Liban. On en parle avec vous, Mohamed Sangaré, bonjour. Bonjour, Ibrahim Traoré. Alors, quel était le message des manifestants hier à Dakar? Les manifestants à Dakar ont scandé plusieurs slogans appelant à la paix et à la justice, notamment des phrases comme « Stop à l'agression » et « Justice pour Gaza et le Liban ». D'autres slogans mettaient en avant la solidarité avec les victimes et l'importance de la paix au Moyen-Orient. Ces expressions reflètent leur désir d'unité et de soutien face au conflit en cours. Selon le porte-parole des manifestants, il est essentiel de ne pas rester indifférent face à la souffrance des populations touchées par les conflits. Et il a condamné la violence en qualifiant la guerre au Liban et à Gaza de tragédies et de génocides. Des manifestations similaires se sont également déroulées en Jordanie où les participants demandent l'annulation du traité de paix avec Israël. De plus, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, appelle à un cessez-le-feu, à un dialogue entre les parties concernées, à la libération des otages et à un accès humanitaire total à Gaza. Alors, Mohamed Sangaré, une question. Est-ce que le gouvernement sénégalais réagit à cette marche?
La réaction du gouvernement sénégalais face à la manifestation à Dakar a généralement été celle d'une volonté de promouvoir la paix et la sécurité dans la région du Moyen-Orient. Le gouvernement a souvent prôné la nécessité d'un dialogue et d'une résolution pacifique d'un conflit. Le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a accusé fin août son homologue israélien Benjamin Netanyahou de mener la guerre à Gaza pour sa propre survie politique. Lors d'un rassemblement de soutien aux Palestiniens, il a suggéré d'isoler Israël afin de mettre fin à ce qu'il considère comme de la barbarie soutenue par certains pays occidentaux. Pour rappel, depuis 7 octobre 2023, Gaza est en proie à une guerre intensifiée qui s'est également étendue au Liban avec une offensive terrestre israélienne contre le Hezbollah. Au moins 1418 personnes ont été tuées au Liban depuis le début des bombardements israéliens massifs contre le Hezbollah le 23 septembre selon des sources officielles. Ibrahim. Merci beaucoup Mohamed Sangari. Nous parlerons du Sénégal également tout à l'heure avec le PASTEF qui lance sa campagne pour les législatives. Le temps de faire un tour en Angola où le président João Lourenço s'investit afin que les lignes bougent entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il a eu des conversations téléphoniques avec le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame, des discussions qui ont porté essentiellement sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. On en parle avec vous, Lassina Keita, bonjour. Bonjour Ibrahim Traoré. Alors, à quoi faut-il s'attendre après ces entretiens téléphoniques? Le président angolais João Lourenço s'est engagé dans un processus de négociation pour une résolution pacifique de la crise entre la RDC et le Rwanda. Pour cela, il a élaboré un cadre d'échange entre Kinshasa et Kigali. Avant le 26 octobre, l'Angola doit soumettre un concept des opérations appelé CONOPS. C'est un document stratégique qui devra prendre en compte les préoccupations des deux parties. Ce texte sera ensuite soumis à l'examen des experts congolais et rwandais lors d'une réunion prévue le 30 octobre à Luanda. Le premier ministre congolais Judith Sumiwa a d'ailleurs déclaré le 17 octobre dernier à Bruxelles que pour la première fois, le Rwanda a accepté de présenter un plan de retrait pour plus de 4000 militaires. Mais Kigali a démenti cette information. Pour Olivier Nduguiré, le chef de la diplomatie rwandaise, affirmant que le Rwanda n'a jamais accepté un tel retrait. Ibrahim Traoré, face à cette confusion, tous les regards sont donc tournés vers le président angolais João Lourenço pour que la RDC et le Rwanda fument le calumet de la paix. Merci beaucoup, Lassina Keita. Et le reste de l'actualité internationale en plus bref, c'est avec vous, je le disais, Ousmane Daou, bonjour. Bonjour Ibrahim Traoré. Partons d'abord au Sénégal où le PASTEF a lancé hier sa campagne pour les législatives. Moins d'un mois de ces législatives anticipées, le parti PASTEF était hier à la Dakar Arena pour le lancement de cette campagne pour les législatives anticipées. Le PASTEF, faut-il le rappeler, c'est le parti du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et du premier ministre Ousmane Sonko. Officiellement, le PASTEF est rentré donc hier en campagne avec ce meeting à la Dakar Arena où ils ont appelé les partisans et tous les Sénégalais à voter massivement pour le PASTEF en vue d'avoir une majorité à l'Assemblée. On reparle de la République démocratique du Congo également, avec des pluies diluviennes qui provoquent des inondations dans plusieurs quartiers de Kinshasa. Et ces fortes pluies ont touché la capitale et la soudaine montée des eaux ont fait au moins un mort dans la commune de Salembao, dans le sud de Kinshasa. Une digue a cédé, des maisons ont été détruites en milieu d'après-midi. Hier, le corps d'un enfant de 3 ans enfoui dans les décombres a été découvert par les habitants de ce quartier appelé Kalumu, à l'ouest de Salembao et à proximité du centre-ville, alors que des dégâts matériels en ville sont énormes. Ibrahim Traoré, depuis de nombreuses années, la capitale congolaise Kinshasa est régulièrement touchée par des inondations depuis de nombreuses années et les autorités peinent à trouver des solutions. La guerre en Ukraine avec un nouvel échange de prisonniers entre Kiev et Moscou. Il s'agit du 58e échange du genre depuis le début de la guerre, échange rendu possible par l'intermédiaire des Émirats arabes unis. Hier, 95 prisonniers ukrainiens ont été échangés contre le même nombre de prisonniers russes. Au total, ce sont 3767 prisonniers qui ont été échangés depuis le début de l'opération échange de prisonniers sous l'égide des Émirats arabes unis, un chiffre donné par le commissaire ukrainien aux droits de l'homme. Il s'agit de Dimitro Loubinin à l'issue des échanges. En Indonésie, Prabowo
Subianto, j'espère que je prononce bien le nom, a été investi aujourd'hui nouveau président du pays. Il succède à Joko Widodo. Oui, après avoir prêté serment ce dimanche, Prabowo Subianto, vous l'avez bien prononcé, Ibrahima Traoré, succède donc à Joko Widodo. Joko Widodo en poste depuis 10 ans. Juste après cette prestation de serment, le président chinois Xi Jinping a félicité et salué son homologue indonésien. Subianto salua une nouvelle étape dans le partenariat entre la Chine et l'Indonésie. Le président Subianto va donc maintenir cette relation bilatérale entre la Chine et son pays à travers une communication et une stratégie étroite de voisins avec la Chine. Terminons ce tour d'horizon de l'actualité internationale avec la présidentielle américaine et l'on note cet engouement en Caroline du Nord à l'ouverture du vote anticipé. L'élection américaine a déjà démarré dans de nombreux États, vous l'avez dit, et les électeurs peuvent voter de manière anticipée dans une course très serrée entre démocrates et républicains. Les électeurs ont montré leur enthousiasme cette année. La Géorgie, un swing state, vous connaissez un swing state puisque vous avez eu l'occasion de participer à une élection américaine. Il s'agit des États pivots qui a déjà battu un record de participation à ce stade de l'élection anticipée, une première aux États-Unis et en Caroline du Nord, autre État clé. Les électeurs montrent ce même enthousiasme depuis jeudi à l'ouverture des bureaux de vote pour les Américains pour l'élection anticipée de la présidentielle, faut-il rappeler, qui va opposer Kamala Harris et l'ancien président Donald Trump, un fervent supporter d'Ibrahima Traoré. Merci beaucoup Ousmane Daou pour toutes ces informations à l'international. Les sports dans quelques instants. L'actualité des sports, oui, c'est avec vous, Famrou Djourté, bien installé. Très bien, Ibrahima Traoré. Alors, du football avec le tournoi UFOA des moins de 17 ans, qualificatif à la CAN U17 qui démarre ce 20 octobre. Quelles sont les affiches ? Alors, les affiches devraient être Sénégal, Libéria à 15h et Gambie, Guinée à 18h pour ce dimanche. Mais un communiqué de la CAF vient de tomber tout de suite, dont je vais vous lire le contenu. La commission d'organisation du tournoi UFOA U17 Sénégal 2024 informe l'opinion publique que l'équipe médicale de la CAF lui a notifié les résultats des tests IRM des équipes participantes au tournoi éliminatoire de la CAN U17 de l'UFOA. Les tests IRM réalisés révèlent que 3 équipes ont dépassé le nombre de joueurs inéligibles. Ainsi, la nouvelle règle prévue à l'article 27.4 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations U17 sera appliquée à ces sélections nationales U17. Cette nouvelle règle énonce 27.4 si après avoir effectué le test d'éligibilité IRM pour une équipe participante et que 4 ou plus de ces joueurs sont jugés inéligibles, l'équipe participante sera disqualifiée. Par conséquent, les sélections nationales U17 de la Guinée-Bissau et de la Sierra Leone sont disqualifiées du tournoi éliminatoire de la CAN U17 de l'UFOA édition 2024. La nouvelle formule du tournoi regroupera le Sénégal, la Gambie, le Libéria, le Mali et la Mauritanie en poule unique. Le calendrier réaménagé du tournoi sera rendu public dans les plus brefs délais et la compétition démarre demain lundi 21 octobre 2024. Le département compétition UFOA. Merci beaucoup pour ces précisions, Famrou Djourté, et en exclusivité. Alors, le Togo et le Bénin se donnent rendez-vous ce dimanche pour la deuxième journée du tournoi UFOA B des moins de 20 ans, cette fois-ci qualificatif à la CAN 2025. Quels sont les enjeux ? Les enjeux sont élevés puisque c'est une place en demi-finale là qui se joue, d'autant plus que les sélections savent que seuls les finalistes se qualifieront pour la prochaine CAN U20. Il n'y avait pas eu de vainqueur dans le groupe A lors de la première journée. Les matchs s'étaient soldés par des scores identiques de 2 buts partout. Le Niger et le Ghana ouvrent le bal à 14h. Malgré une détermination et un engagement sans faille, le Niger s'est fait avoir à 2 reprises face au Togo. La faute à un manque de réalisme alors qu'il aurait pu tuer la rencontre. Mais le Niger ne manque pas d'armes pour faire mal à une défense du Ghana très fébrile et qui a montré ses limites face au Bénin avec un gardien de but loin d'être rassurant. À 19h, le Bénin et le Togo se retrouvent dans un derby qui s'annonce décisif dans la course aux demi-finales du tournoi UFOA B, qualificatif à la CAN U20 2025. Avantage du terrain tout de même pour les éperviers U20 qui n'ont plus droit à l'erreur. En face, les jeunes guépards savent qu'il faudra rehausser le niveau et faire mieux que lors du nul concédé face au Ghana. La CAN 2024 de beach soccer
a démarré hier samedi en Égypte. Le Maroc et l'Égypte ont assuré d'entrée, n'est-ce pas Oui, les Lions de l'Atlas ont battu la Tanzanie 4-3 ce samedi 19 octobre à Hurghada en Égypte lors de la première rencontre de la compétition. L'Égypte a aussi réussi son entrée en matière. Hôte de la compétition, les Pharaons n'ont pas manqué le rendez-vous. Ils se sont offerts un large succès 6-3 face au Ghana. L'Égypte prend ainsi la première place du groupe A devant le Maroc, tenant du titre et en lice pour un 5e sacre consécutif. Le Sénégal a été battu ce dimanche matin par la Mauritanie 5-2. C'est la première grande sensation de cette CAN 2024 de beach soccer. Le Sénégal est recordman de la compétition avec 7 titres, dont 4 consécutifs en 11 éditions. Après donc cette défaite, les Lions de la Place enchaîneront lundi et mardi contre respectivement le Malawi et le Mozambique. La CAN 2024 de beach soccer, c'est du 19 au 26 octobre en Égypte. Hors du continent, après la trêve internationale d'octobre, les championnats européens ont repris ce week-end. Y a-t-il des surprises? Hormis la défaite d'Arsenal 2-0 à Bournemouth, il n'y a pas eu de surprise majeure, même si certains cadors ont difficilement gagné. D'abord en Espagne, à l'occasion de la 10e journée de la Liga, le Real s'est imposé face au Celta Vigo 2-1 ce samedi 19 octobre. Kylian Mbappé et Vinicius Junior ont inscrit les buts du Real. Avec 24 points, les merengues sont venus à hauteur de leurs rivaux barcelonais qui reçoivent ce dimanche le FC Séville à 19h. En Angleterre, je le disais tout à l'heure, Arsenal s'est incliné à Bournemouth 2-0. Tottenham a dominé West Ham 4-1. L'international malien Yves Bissouma a inscrit le deuxième but des Spurs. Il a cédé sa place à la 81e minute de jeu. Le choc de la 8e journée de la Première Ligue anglaise oppose cet après-midi Liverpool à Chelsea à 15h30. Wolverhampton reçoit à Manchester City en ce moment. Pour le moment, le score est de 1-0 pour les Loups. En Italie, la Juventus a arraché une victoire dans la douleur contre la Lazio 1-0 lors de la 8e journée de Serie A. Le Milan C, réduit à 10 dès la 29e minute, a arraché les 3 points de la victoire en venant à bout de l'Udinese 1-0. Le choc de la 8e journée est sans doute le match AS Rome Inter Milan ce soir à 18h45. Et en Allemagne, pour terminer, la 7e journée de la Bundesliga se joue ce week-end. Hier samedi, le Bayern Munich a cartonné Stuttgart par 4-0. La Suisse de l'international malien Amadou Haïdara Doudou est allé s'imposer en Mayence 2-0. Doudou était titulaire, il a joué 56 minutes. Le Bayer Leverkusen a renversé Francfort par 2-1. Dortmund s'est imposé difficilement vendredi 2-1 face à Saint-Pauli avant son déplacement mardi 22 octobre à Madrid en Ligue des Champions contre le Real Madrid. Et terminons avec le noble art. En MAA, Francis Ngannou, le Camerounais, a expédié Renan Ferreira au premier round pour son retour dans la cage. Oui, c'était la nuit dernière à Riyad, en Arabie Saoudite. Le Camerounais Francis Ngannou n'a laissé aucune chance au Brésilien Renan Ferreira en balayant son adversaire dès le premier round, presque 3 ans après son dernier combat de MMA, mix martial art. L'ancien champion de l'UFC a réussi avec brio son retour dans la cage en devenant le nouveau champion des poids lourds de l'organisation américaine. Le Predator, 38 ans, 1m93, 116 kg, n'a fait qu'une bouchée du problème brésilien, 34 ans, 2m03, 118 kg, qui n'a tenu que 3 minutes et 32 secondes face à l'ancien champion de l'UFC. Pour la première fois, c'est bien Ngannou qui paraissait moins imposant dans la cage face à son adversaire qui dispose certainement de l'une des carrures les plus impressionnantes de la discipline, toute organisation confondue, et d'une force de frappe redoutable. Avec ce grand retour réussi, cette victoire flamboyante, le Camerounais démontre qu'il n'a rien perdu de sa superbe ni de sa férocité dans la cage, une démonstration qui contraste avec l'émotion qu'il a laissé éclater après sa victoire, entouré de son coach D.Y. Cooper en pleurs également, et du reste de son staff, en hommage à son fils décédé en avril dernier à l'âge de 15 ans, à 38 ans après une parenthèse surprenante en boxe anglaise et une épreuve personnelle terrible. Ngannou a prouvé au monde qu'il était doté d'une résilience hors du commun. Merci beaucoup pour toutes ces informations sportives. Famourou Djourté, place à la santé. Focus Santé. La chronique santé de ce dimanche porte sur le cancer du sein. Beaucoup de femmes en sont victimes au Mali. La cause de cette maladie n'est toujours pas connue, mais les facteurs de risque sont nombreux. Parmi ces facteurs, il y a l'âge et l'obésité. Focus Santé, une réalisation de Combat Cissé. Nous sommes au CHU du Gabriel Touré, où tous les mercredis de 9h à 10h, professeur Ibrahim Tekete organise une causerie débat à l'intention de ses patientes sur la santé sexuelle et reproductive.
Le thème de cette séance porte sur le cancer du sein, un mal qui affecte de nombreuses femmes du Mali et d'ailleurs. C'est pourquoi, en ce mois d'octobre, les actions de sensibilisation et de dépistage se multiplient pour mieux informer et orienter la population malienne. Professeur Ibrahim Tekete, gynécologue. C'est quoi le cancer du sein? Pour être simple, c'est une boule. Mais en pratique médicale, on a deux types de boules. Les boules dites bénignes et les boules malignes. Une boule bénigne, c'est une boule qui naît en une partie de votre corps, qui grossit localement, qui soit après avoir administré des médicaments par voie orale ou par voie injectable, ou bien même après une chirurgie, ces boules peuvent guérir facilement. À l'opposé, ce qu'on appelle les boules malignes. Il s'agit de boules qui naissent en une partie de votre corps et qui, à partir de cette première localisation, vont envoyer des ambassadeurs dans l'autre partie de votre corps. Mariam Koulibaly, nous avons voulu la surnommer ainsi, a effectivement remarqué une boule dans son sein. J'ai remarqué cette boule il y a un mois. Après les examens médicaux, les docteurs m'ont dit que je souffre du cancer du sein. Ils ont enlevé une partie de mon sein. Présentement, je n'ai pas de douleur, mais la boule est toujours là. L'apparition d'une boule n'est pas le seul symptôme du cancer du sein. Celui-ci a bien sûr d'autres manifestations. Professeur Ibrahim Tekete. En dehors de la boule, on peut avoir des changements de la peau. Il y a une partie localisée qui prend de l'œdème et dont les pores deviennent très apparents, comme la peau d'orange. On peut avoir des anomalies du mamelon qui peut être rétracté en dedans, ou quand on exprime le sein, on peut voir du pus ou du sang qui peut sourdre à travers le mamelon. Et beaucoup de fois, quand les femmes consultent tardivement, on peut voir des boules apparaître au niveau de l'aisselle. Tous ces signes cliniques ne suffisent pas pour confirmer le cancer du sein. D'autres examens doivent se faire. La mammographie va donner des signes qui vont orienter vers le cancer du sein. Et sur la base de ça, on va faire une petite ponction d'une partie de cette boule-là qu'on envoie au laboratoire qui confirme le diagnostic de cancer du sein. La prise en charge est faite à plusieurs niveaux et prend le temps qu'il faut jusqu'à ce que la patiente retrouve sa santé. Professeur Ibrahim Tekete. Alors, le traitement du cancer du sein repose sur trois grands piliers. C'est d'abord le fait d'enlever la partie malade. Ça peut être enlever la boule ou quand c'est à un stade avancé, on enlève tout le sein. Et le deuxième traitement, c'est l'utilisation de médicaments pour détruire les cellules cancéreuses qu'on appelle les traitements cytotoxiques. En plus de ce traitement médical, il y a la radiothérapie qui consiste à aller brûler des tissus, des cellules dans l'organisme via les moyens des rayons X. La cause de cette maladie n'est pas connue, mais les facteurs de risque sont nombreux. Professeur Ibrahim Tekete. Le premier facteur de risque, c'est l'âge. Le deuxième facteur de risque, c'est le sexe. Mais il y a aussi les antécédents familiaux de cancer du sein, le fait de ne pas avoir fait de grossesse et d'enfanter. L'obésité, c'est un facteur de risque du cancer du sein. 3 jours après la règle menstruelle, toutes les femmes doivent palper leur sein devant un miroir pour voir s'il y a une quelconque boule. Celles qui sont en ménopause doivent également faire le même exercice tous les mois. Focus Santé. 13h et presque 45 minutes sur nos antennes. Ainsi s'achève ce 13h dimanche que j'ai eu le plaisir de vous présenter avec à la mise en onde Absé Traoré et Fousseïdi Sissoko. Grand merci à Lassina Keita qui assure la réalisation de ce journal. Lassina Keita que vous allez retrouver dans un instant dans Rétro 7, la rétrospective de l'actualité de la semaine. À la coordination,
Éditorial Ousmane Daou. Prochain cap des infos sur l'ensemble du réseau synchronisé de Radio Mali tout à l'heure à 19h30. D'ici là, je vous souhaite de passer de très bons moments de radio et très bon dimanche. Au revoir.